Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, samedi 14 octobre 2023. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à tous. Nous débutons ce journal avec la situation sécuritaire, notamment la sécurité au niveau de la ville de Niamey. C'est pour nous rendre au quartier Sagagourou où les populations de ce quartier se sont mobilisées pour parler d'une seule voix relativement à une nouvelle forme de la situation d'insécurité qui prend forme dans ce quartier, notamment avec des menaces et autres agressions. Ce matin, ces populations se sont retrouvées pour interpeller les autorités de prendre des dispositions pour vraiment sécuriser ces populations. C'est à travers une déclaration que nous résume ici Sakina Gazibo et Soumela Abdoulaye. La population du paisible village Sagagourou s'est mobilisée comme un seul homme pour attirer l'attention des autorités sur la situation d'insécurité grandissante qui inquiète de plus en plus. Ces habitants déterminés à faire entendre leur voix relativement à leurs préoccupations. En effet, depuis un certain temps, notre quartier était confronté à une menace sécuritaire grandiose qui est marquée par des agressions, des vols, des braquages, même des meurtres. Nous, population du quartier, nous avons créé une commission sécurité. Nous lui avons assigné la responsabilité d'organiser des patrouilles dans les quartiers pour appréhender les éventuels suspects ou les éventuels criminels, afin de les mettre à la disposition de la police. C'est au regard de cela que la dernière fois, nous avons reçu la visite de la commissaire de Niamey 2000, qui est venue nous rencontrer, nous féliciter de cette initiative et nous demander de collaborer davantage avec le commissariat pour pouvoir les aider. Chaque nuit, nos jeunes mènent la patrouille. Et à l'issue de ces patrouilles, plusieurs suspects extrêmement dangereux ont été appréhendés et mis à la disposition de la police de Niamey 2000. Malheureusement, depuis un certain temps, nous sommes confrontés à une situation qui frustre davantage nos jeunes qui sont dans la brigade de patrouille. C'est quoi cette situation ? C'est que des dangereux voleurs sont appréhendés, mis à la disposition de la police et le lendemain, ces derniers sont libérés. Et pire, ces derniers reviennent même pour menacer nos camarades de la commission sécurité pour leur dire « Nous voilà, on nous a libérés, faites ce que vous allez faire. D'ailleurs, si on vous attrape demain, on va vous tuer, on connaît vos familles. » Jeudi 12 octobre, où un autre conducteur de Kabu Kabu a pris un de ses clients pour aller le déposer ici à Congo. Chemin faisant, son client enlève un couteau et le poignarde violemment jusqu'à atteindre à ses intestins. Le laissant coucher là-bas et tentant de voler la moto, quand le bruit agonisant de la victime retentissait, ses camarades de Kabu Kabu ont fui pour aller prendre leur camarade et l'amener à l'hôpital. Son petit frère qui l'a amené à l'hôpital a appelé son grand frère qui disposait plus de moyens pour subvenir aux besoins des frais médicaux. Donc son grand frère est parti à l'hôpital pour être à ses cheveux et payer les frais médicaux. Malheureusement, c'est en ce moment que la police judiciaire a fait irruption à l'hôpital pour venir interpeller ce grand frère-là et laissant la victime là-bas à la merci de toutes les situations imprévues qui peuvent se présenter à elle. Nous avons appris que le voleur a été tué, mais personne ne sait qui l'a tué. Il appartient à la police d'aller faire ses investigations à elle. Mais le frère qui est parti à l'hôpital, qui n'était même pas sur le lieu, en vertu de quoi on peut venir l'appréhender à l'hôpital pendant qu'il est en train d'assurer les dépenses de son frère. Ils ont de ce fait lancé un cri de cœur aux autorités. Le général Toumba, nous lançons un appel à lui, à avoir un regard sur les procédures judiciaires. Parce que aujourd'hui, ce grand frère-là, qui est pris au niveau de la PJ, nous exigeons sa libération immédiate. Que la police fasse son travail, mais qu'elle le fasse aussi avec professionnalisme. Si la police ne peut pas nous sécuriser, eh bien qu'elle ne nous dérange pas dans le processus de notre propre autosécurisation. Au vu de l'ampleur que prend le phénomène, les habitants de Sagagourou demandent aux autorités de créer toutes les conditions de sécuriser davantage les populations et particulièrement celles de Sagagourou. Autre aspect de cette édition
Les Nigériens sont restés debout depuis le 26 juillet dernier, le jour du coup d'État qui a renversé le régime du président Bazoum. Depuis cette date, c'est des manifestations pacifiques un peu partout au Niger, notamment ici à Niamey où la place de la résistance ou rond-point Escadrille reste animée donc tous les jours. Et donc les Nigériens qui sont de la diaspora, eux aussi contribuent de leur façon à cette lutte citoyenne. En effet, ils participent à travers des cotisations pour apporter leur contribution aux manifestants qui sont restés ici sur place. C'est l'exemple de la diaspora nigérienne de Lomé et de Dubaï qui ont apporté leur soutien à travers un geste réceptionné par les autorités. Précision avec Boubacar Ibrahim et Ibrahim Abdou. 2 millions de francs CFA, c'est le montant symbolique offert par la diaspora nigérienne basée à Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Accordé en soutien à la résistance, la remise de cette somme d'argent a vu aussi la signature d'un accord de partenariat entre le Front patriotique pour la souveraineté et la désormais coordination de la diaspora nigérienne de retour ou de passage au Niger pour la souveraineté. Depuis le 2 septembre, qu'on a décidé de faire ce sitting permanent ici, nous avons eu des soutiens, beaucoup de soutien des Nigériens ici vivant au Niger et des Nigériens de la diaspora. Et surtout les Nigériens de la diaspora qui nous ont apporté leur aide financière et des aides en nature. Donc pour nous, pour harmoniser les choses, nous avons décidé de signer un accord de partenariat avec ceux qui sont ici, parce que c'est par leur canal que le soutien là arrive, pour que dorénavant nous avons un pont entre nous qui va nous permettre effectivement de recevoir de façon la plus officielle ces dons-là. Pour le président de la dite coordination, il s'agissait de mieux coordonner les actions futures des Nigériens à l'extérieur en faveur de ces événements. Nous sommes une association des Nigériens qui se sont sentis concernés par le combat sur le terrain. Il y a la diaspora nous sommes en forme structurelle dans plus ou moins 55 pays. Mais sur le terrain ici, nous avons constaté qu'il y a un vide. Et ce vide-là, nous avons voulu le combler et nous l'avons comblé. Et aujourd'hui, nous voulons jouer le rôle de pont entre la diaspora et le Nigérien pour ceux qui le veulent. Nous ne disons pas que nous représentons la diaspora dans son entièreté. Voilà. Maintenant, la convention, elle a d'abord pour objectif de montrer à la face du monde que la diaspora ne se laisse pas en arrière dans le combat. Deuxièmement, ce que nous voulons, c'est que quand les Nigériens, à travers le Front patriotique ou les organisations de la société civile, ont besoin de la diaspora, qu'ils sachent que nous sommes là et que nous sommes des facilitateurs. Troisièmement, nous voulons aussi qu'une fois la convention elle est déjà faite, donc après cette convention, nous avons aujourd'hui un cadre légal, nous avons une forme légale pour travailler avec la communauté nigérienne à l'intérieur et je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Dans l'allocution prononcée, le chef de la délégation de la diaspora à Dubaï a tout en indiquant leur ferme engagement à rester aux côtés de ces événements, a aussi parlé d'un élan patriotique qui les présente mieux à l'extérieur. En notant enfin qu'en plus de la diaspora à Dubaï, les différents chefs de la confrérie Tigania qui se réunissent chaque vendredi à l'Escadrille pour des prières et des invocations ont aussi offert la somme symbolique de 725 000 francs CFA, toujours en soutien à la résistance. Merci Bokara Ibrahima. Cérémonie de lancement des travaux du complexe islamique Cheikh Boubacar Hassoumi Keita de Niamey. C'est le calife Cheikh Moussa Keita qui a procédé à la pose de la première pierre de cet important ouvrage ce samedi, un ouvrage qui va abriter plusieurs infrastructures. C'était en présence des invités. Le coût de ces travaux est estimé à plus de 2 milliards de francs CFA, nous rapporte Nfissa Yahya et Sadou Doumi. Cette cérémonie, qui a vu la participation de plusieurs autorités administratives et coutumières du Niger, marque le lancement des travaux du complexe islamique Cheikh Boubacar Hassoumi Keita. Financé à hauteur de 2 milliards de francs CFA, ce complexe va être construit sur une superficie d'1 hectare. Nous voici réunis aujourd'hui pour la mise en chantier du complexe islamique Cheikh Boubacar Hassoumi de Niamey.
C'est une œuvre monumentale et le quartier Niamey 2000 ont le privilège d'abriter. Ce complexe qui occupera 1 hectare de terrain et coûtera pas moins de 2 milliards de nos francs est placé sous la supervision de l'association Shababuddin Al-Islami. Quant au financement de cet ouvrage, il est déjà entièrement acquis grâce à la générosité des fidèles de Cheikh Aboubakar Hassoumi, lesquels étaient d'ailleurs à l'origine de cette belle initiative. Le site de ce complexe islamique, il faut le noter, va abriter plusieurs infrastructures, parmi lesquelles une grande mosquée de vendredi de 800 mètres carrés avec un espace ouvert de 2200 mètres carrés. Une école franco-arabe moderne de 12 classes érigée sur 2 bâtiments. Une école moderne pour la mémorisation coranique de 6 classes. Un bloc administratif. Une bibliothèque. Une station radio et de télévision. Un centre de santé. 4 logements pour les enseignants. Un logement pour l'imam de la grande mosquée. Un logement pour le muezzin. 4 logements VIP pour les étrangers. 2 dortoirs pour les élèves. Un réfectoire. Une salle de conférence. 2 blocs de toilettes pour filles. 2 blocs de toilettes pour garçons. Et plusieurs autres pour les publics. Plusieurs centres d'ablution. Un jardin et un terrain de jeu, et enfin 10 boutiques donnant sur la rue principale. Notons que ces boutiques sont destinées à la mise en place d'un waqf devant assurer le fonctionnement du complexe. L'initiative de la construction de cet ouvrage a été possible grâce à plusieurs donateurs. Il s'agit d'Al-Hajj Ibrahim Adamoudi Kabla Keze et Al-Hajj Larwan qui ont donné le terrain de 1 hectare, Al-Hajj Ousmane Tondigamay, Al-Hajj Kallam Koubi, Al-Hajj Al-Khairou Soumaïla, Al-Hajj Barham Chota Nazamne, Al-Hajj Abdullah Issa Chota, Al-Hajj Ayouba Khalil, Al-Hajj Youssoufa Ila. Il ne s'agit là que des principaux donateurs. On vient d'entendre un autre qui a donné 40 tonnes. Il ne s'agit là que des principaux donateurs, car une large participation des fidèles à tous les niveaux a aussi permis de boucler le budget. Situé au quartier Niamey 2000, dans l'arrondissement communal Niamey 4, le complexe islamique Cheikh Boubacar Hassoumi Chota est le 2e du genre après celui d'Adjamé en Côte d'Ivoire. Enjeu actuel des industries extractives dans le contexte de la refondation du Niger, c'est le thème d'une table ronde organisée par le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire Rotaba Niger le jeudi dernier. Plusieurs panélistes ont entretenu l'assistance sur cette thématique. Parmi ces panélistes, Dr Hima Maman, consultant, qui a parlé de la contribution des ressources naturelles pour le développement du Niger. On l'écoute. Il y a quelques années, chaque année, dès l'annonce de la période de publication de l'IDH, de manière émotionnelle, les Nigériens étaient frileux. On était mécontents d'être dernier, disons premier par la queue chaque fois. Chaque année, dès qu'on doit publier l'IDH, l'ensemble des Nigériens étaient vraiment sous tension, parce que nous sommes premiers par la queue. Mais pourtant, comme il l'a dit, nous disposons beaucoup de ressources. Tout ce qu'on cherche sur Terre aujourd'hui, l'Afrique dispose de ces ressources-là. Mais comment se fait-il qu'on n'est pas mieux logé, on n'est pas mieux nourri et nous sommes toujours à la traîne. Et on n'est pas mieux éduqué puisque l'école est à la dérive. Donc c'est quand même une problématique. Comment nous pouvons avoir des ressources et nous retrouver dans des pays totalement délabrés? Je veux poser une question. Vous savez, dans la perspective que nous devons avoir sur la vision sur les industries extractives, en fait c'est très simple. Partout où il y a eu du développement, c'est sur la base des industries extractives ou des ressources pétrolières. S'il y a eu la ruée vers l'or noir aux États-Unis, c'est ce qui a permis son industrialisation.
S'il y a eu le développement industriel en Europe, notamment au XVIIe siècle et aussi à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est le potentiel minier le charbon qui a permis ça. Mais comment se fait-il que nous, malheureusement, jusqu'à présent, nous percevons nos ressources comme seulement des espèces sonnantes et trébuchantes? Qu'est-ce que ça peut nous amener en termes de ressources? On a dit tout simplement au niveau de 2011, quand on s'est rendu compte que l'uranium participait à 5% du budget national, alors qu'on avait fêté les 100 000 tonnes d'uranate, de production d'uranate, on a vu que de manière insignificative, l'uranium ne faisait que 5% au titre du budget du Niger. C'était vraiment une véritable honte, c'est une calamité, et ça montrait que, si vous voulez, est-ce que c'était même la peine d'exploiter ces ressources-là si c'était juste pour nous amener des conséquences fâcheuses et ça ne permettait pas d'améliorer les conditions de vie, comme l'a dit Hamadou, le bien-être des populations, ou bien ça ne permet pas de changer de paradigme. Aujourd'hui, cette question-là, elle est valable pour nous tous. Beaucoup de pays produisent du pétrole, disons, sont des pays exportateurs de pétrole. Est-ce que nous pouvons nous imaginer un seul instant, s'il n'y avait pas eu la vision qui avait fait naître une raffinerie au Niger, où nous en serons aujourd'hui si on devait importer dans cette période-là du carburant ou des produits raffinés du pétrole? De la même manière qu'on a coupé l'électricité, imaginez un peu qu'au Niger, on ne pouvait avoir ni du pétrole, ni de l'essence, ni du gasoil. Donc il a fallu une vision. Donc pour moi, ça se remise à une question de vision. Sans vision, rien n'est possible. Cette table ronde du Rotaba est une occasion saisie par son secrétaire exécutif permanent Ali Idrissa pour réaffirmer la position de son organisation sur la gestion du secteur minier par les autorités de la 7e République. Le Rotab exige un audit général du secteur. On écoute Ali Idrissa. Dans le cadre de la gestion de la transition, le Rotab exige l'audit de l'ensemble des permis miniers et pétroliers, la gestion du ministère du pétrole et du ministère des mines et de l'énergie. Le Rotab exige l'audit de WAPCO parce que l'État a contracté 2500 milliards de francs CFA qui seront payés sur le dos des Nigériens. Le Rotab exige aussi l'audit du personnel et cadre de l'ensemble de ces ministères qui a été utilisé et exige aussi la valorisation de nos compétences locales dans le cadre de l'exploitation des ressources naturelles du sous-sol nigérien. Le Rotab suivra, que ce soit au Niger ou bien en France, l'Uranium Gate. Les uns et les autres ont mis le pied là-dessus parce qu'ils avaient le pouvoir à un moment. Mais ils ont oublié que c'est encore au cabinet du doyen des juges d'instruction qui nous avait demandé à payer 20 millions de francs CFA en ce moment. Aujourd'hui, qu'ils ne sont pas là. La justice, on fera appel à la justice libre et indépendante pour que vérité soit dans le cadre de l'Uranium Gate et n'épargnera personne. Déjà, certains qui sont en train de courir de par l'Afrique, ils savent que la France n'est pas un refuge pour eux. Parce qu'un juge français peut aller les chercher à tout moment à leurs hôtels. Et il y a déjà des gens qui ont été inculpés. Donc nous avions même vu un qui avait un passeport diplomatique nigérien, notamment le directeur de Andawour, Niger, de Montessu, qui a même un passeport diplomatique nigérien et qui est bel et bien inculpé dans le cadre du dossier Uranium Gate en France. Voilà quelques positions du Rotab que nous allions pouvoir suivre. Peut-être l'audit de l'exploitation du pétrole permettra même de réduire le prix des hydrocarbures pour soulager les Nigériens dans cette souffrance imposée. Dernier aspect de cette édition, deuxième semaine déjà de la rentrée scolaire
2023-2024 au Niger, une rentrée qui intervient dans un contexte particulier avec notamment la situation qui prévaut au Niger depuis le 26 juillet dernier, notamment le Niger vu sous les sanctions de la CEDEAO. C'est pourquoi les parents d'élèves ont salué cette rentrée avant d'appeler les autorités de créer les conditions pour assurer un bon fonctionnement, notamment de cette année. Wisselman Ransantaran, il est président de l'association des parents d'élèves que je propose de suivre. Nos attentes, c'est que nous demandons à l'État de mettre les conditions nécessaires, tout ce qu'il faut pour que l'enfant soit dans de bonnes mains. D'abord, être dans des infrastructures bien définies, complètes, et être dans des conditions d'apprentissage. Si je dis de bonnes mains, vous savez qu'un enfant, quand il va en classe, il doit être devant un enseignant. Donc nous exhortons l'État de mettre les enseignants dans les conditions de travail, c'est-à-dire qu'ils soient dans leurs droits à temps, parce que quand un enseignant est affecté, c'est l'enfant qui empathie. Et quand l'enfant empathie, c'est le parent qui est impacté directement. Donc ça, c'est par rapport à l'État. Nous lui demandons aussi, malgré les efforts que nous avons compris, à travers la dotation en fourniture scolaire, de continuer d'avoir un œil regardant surtout sur les infrastructures. Nous avons beaucoup de classes qui ont été commencées, qui ne sont pas finies. Nous savons dans quoi le Niger se trouve aujourd'hui. Mais quand même, cela ne doit pas freiner l'éducation de nos enfants. Ils doivent être dans les conditions. Par rapport aux parents, le parent doit savoir que l'enfant, il est à lui. C'est à lui de mettre son enfant dans les conditions. On a dépassé ce temps où l'enfant, tu l'inscris à l'école et tu le laisses à lui-même. Aujourd'hui, à travers même le comité de gestion décentralisé des établissements scolaires, la vie de ton enfant incombe un suivi permanent du parent d'élève. Ne pas inscrire l'enfant le 2 octobre et puis aller attendre jusqu'en juin pour regarder ses carnets de correspondance pour savoir s'il a travaillé ou pas. Et je dis, ils ont vu à la télé, ils ont appris. Et c'est vrai qu'il y aura des fournitures scolaires, mais ces fournitures scolaires ne pourront pas suffire pour les enfants, quoi qu'on fasse. Donc c'est à nous, parents, d'acheter, de mettre la main dans la poche. Et je l'ai toujours dit, du moment où le papa s'apprête à marier sa fille, il dépense des millions. Pourquoi ne pas dépenser ces millions-là dans la scolarité aussi de son enfant? Tu ne vas pas attendre le 1er octobre pour regarder à gauche, à droite. Et ce serait dommage que ton enfant revienne te dire, papa, on nous a demandé d'acheter des cahiers, on nous a demandé de livrer, tu dis, je n'ai rien. Pendant que tu as eu tout le temps de le... Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Bari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bon week-end. Bonsoir.